Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit la persistance de la couverture nuageuse sur les régions de Difa, Zender et sur le Jadou. La présentation est signée Ousmane Bawa. Téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, en termes de température minimale, c'est à Belma qu'il a fait plus froid avec 11 degrés Celsius et la température la plus élevée de cette matinée, 25 degrés Celsius, relevée à Tilaberi. Il a été enregistré toujours en cette matinée 23 degrés Celsius sur la région de Niamey, 20 à 22 degrés Celsius sur l'Ader, 18 degrés Celsius à Maradi, 15 à 21 degrés Celsius sur le Damagaram et 15 à 20 degrés Celsius sur le Manga. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, il est observé quelques passages nuageux sur la partie est du Niger, également sur le nord de la région d'Agadez. Ce qui amène à prévoir en cours de nuit la persistance de cette couverture nuageuse sur les régions de Zander, d'Ifa, également sur le Diado. Pour la matinée de demain, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est prévu sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, sur le Manga, elles vont varier entre 16 à 20 degrés Celsius. Sur le Damagaram, il est prévu 16 degrés Celsius à Magaria, 19 degrés Celsius sur la région de Maradi, 21 à 22 degrés Celsius sur l'Ader et sur la partie des régions du fleuve, il est prévu 24 degrés Celsius à Niamey, 25 à Tilaberi, 20 à 21 degrés Celsius sur la région de Dosso et sur la partie nord du Niger, il est prévu 20 degrés Celsius à Agadez et 12 degrés Celsius à Bilma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du Covid-19 a tenu hier après-midi sa 20e session, une session qui dresse le bilan actuel de la pandémie, mais aussi l'état de mise en œuvre des mesures édictées par le gouvernement. C'est le Premier ministre par intérim, Fumoko Godou, qui a présidé les travaux. Compte rendu à Chitabawa et à côté Waglassa. Cette 20e session du comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de la Covid-19 était une occasion pour le ministre de la Santé par intérim de faire le point de la situation de la maladie à travers le monde, en Afrique, mais particulièrement au Niger, qui se classe en tête de liste dans l'espace CEDEAO avec un taux d'augmentation de 22%. Dans la sous-région CEDEAO, au 7-12-2020, on note 211 334 cas confinés, augmentation globale de 3% par rapport à la semaine précédente, soit par pays, Niger 22% d'augmentation, Nigeria 3%, Mali 12%, Burkina 15%, Bénin 2% et Niger. Par rapport à la stratégie de riposte, total des cas confinés, 16 742. Total des cas sortis du confinement, 16 104. Total des cas en cours d'autoconfinement, 638. Au niveau du point d'entrée d'Ayourou, on note une recrudescence des cas de Covid-19 depuis le 12 novembre 2020 dans la région du Tilaberi, précisément au point d'entrée d'Ayourou. 41 cas liés à ce foyer. Provenance des cas, un site aurifère du Mali, Ntahakan, cercle de Gao. 6 cas suspects en provenance de ces sites se sont présentés à l'hôpital de Douchi, parmi lesquels 4 sont positifs, dont un décès. 4 décès communautaires enregistrés à Matankari, qui seraient en lien avec ces sites. État général très altéré, avec des cas malades et même des décès au cours de transport. Cette recrudescence des nouveaux cas présage une deuxième vague de la pandémie avec des caractéristiques différentes que la précédente. La pandémie d'aujourd'hui, donc de cette deuxième vague, elle est différente de la première d'avril dans le sens où aujourd'hui tous les cas que nous enregistrons sont essentiellement des cas asymptomatiques. C'est-à-dire des personnes qui ne présentent pas les signes. Donc la personne ne présentant pas les signes, dès qu'on lui prononce ou on lui annonce la positivité de son test, elle se rétracte, elle refuse d'accepter le résultat de positivité et ça fait que la lutte devient extrêmement difficile. Occasion pour le Premier ministre par intérim de revenir sur la nécessité de réactiver les mesures barrières au vu de la dimension que prend cette maladie au Niger. À travers cette communication, il faut reprendre toutes les mesures vraiment de protection, de distanciation,
de protection, surtout dans un certain nombre de lieux publics. D'abord, dans l'administration, le port du masque doit être obligatoire. Dans les écoles, il y a 1 million de masques qui sont disponibles, même si on doit réapprovisionner les écoles, il faut les faire. Il faut toujours relancer ça également dans les marchés, dans les lieux de culte, dans tous les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants. Ainsi, le président du comité technique de la gestion de la riposte à la pandémie de la Covid-19 a lancé un appel pressant à tous les Nigériens, et cela à tout le niveau, pour une prise de conscience quant à l'utilisation des masques, surtout en cette période du processus électoral dans notre pays. La ville de Maradi a abrité mardi dernier la caravane de sensibilisation sur l'implication des femmes dans le processus électoral. Cette caravane a été initiée par le médiateur de la République avec l'appui du PNUD. Abdel Fattah Moussa, Sanusi Garba. Au Niger, d'après le recensement général de la population de 2012, les femmes représentent plus de 50% de la population. Malgré leur nombre important, elles sont faiblement impliquées dans le processus décisionnel et électoral. Cela est dû au fait qu'elles ignorent la légitimité politique. En effet, l'objectif de cette deuxième étape de caravane de sensibilisation qui intervient à Maradi après Dosso est de promouvoir la participation des femmes dans le processus électoral afin qu'elles puissent contribuer efficacement dans les instances de prise de décision. Le délégué régional du médiateur de la République, en prenant la parole, Isaac Hayatou, a précisé que c'est un devoir de sensibiliser les femmes sur leur implication dans le processus électoral. Quant au représentant du médiateur de la République, il a expliqué que cette rencontre vise aussi à sensibiliser l'opinion nationale sur le respect de l'implication des femmes aux différents scrutins. Les femmes représentent plus de la majorité de la population. Elles ne participent pas assez au processus décisionnel et électoral, ou de prise de décision d'abord en tant qu'électrice, ensuite comme candidate aux élections. Elles sont en outre sous-représentées dans les secteurs stratégiques, économiques, sociaux et politiques du pays. Pourtant, il n'est plus à démontrer que la participation des femmes à la prise de décision politique est à considérer comme un facteur de recherche d'efficacité. Et les femmes élues sont une valeur ajoutée pour les institutions politiques nationales, locales. Et la clé pour un développement à visage humain et durable. En prélude à cette rencontre, une conférence axée sur le droit de la femme dans le processus électoral a été animée par Dr Hassan Amadou. À l'issue de ce brillant exposé, les femmes ayant pris part se sont dites émerveillées. À travers cette conférence, je suis très ravie parce qu'on a invité la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire les femmes. À la sortie de cette conférence, les femmes comprendront leurs droits et leurs devoirs. Et elles comprendront qu'elles ont un certain quota qui n'est pas tellement satisfaisant et qu'il faut lutter pour avoir beaucoup mieux que ça. À noter qu'une meilleure représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision est l'une des conditions fondamentales de la démocratie participative et du développement économique durable d'une nation. Les missions permanentes de la Belgique, du Canada et du Niger auprès des Nations Unies ont initié hier une visioconférence pour statuer sur le rôle que jouent les missions de maintien de la paix des Nations Unies dans la mise en œuvre du programme et du mandat concernant les enfants et les conflits armés. Jocelyne Amoussou, Suleiman Boubacar. Discuter du rôle important que joue la protection de l'enfant dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et voir comment renforcer les capacités des différents acteurs du domaine dans divers pays, c'est l'objectif de cette visioconférence. Au cours de la réunion virtuelle, une lumière a été faite sur l'état actuel des choses en termes de capacité de protection de l'enfance dans les opérations de maintien de la paix à la MINUSMA, MINUSCA et MONUSCO, des missions de paix des Nations Unies en Afrique. La réunion a aussi permis de comprendre un peu plus l'impact sur la protection de l'enfance dans les zones de conflit, d'avoir une unité au sein de ces opérations de maintien de la paix qui prennent en compte ces éléments et de pouvoir discuter sur comment avoir des ressources dédiées à la protection de l'enfance dans le cadre de ces opérations. Une des conclusions qui a été faite
et qu'au sein des diverses résolutions sur les mandats du Conseil de sécurité, qu'un accent soit mis sur ces questions de protection de l'enfance. Et je dois dire que le Niger a été un des piliers de ce groupe de travail sur les enfants et les conflits armés. Comme vous le savez, depuis janvier 2020 de cette année, le Niger siège au Conseil de sécurité grâce à un travail diplomatique extraordinaire qui a été poussé par le président de la République du Niger, que je tiens à remercier. À l'issue de cette visioconférence, un accent sera mis sur l'élaboration des recommandations concrètes à l'endroit des États membres et des décideurs des Nations Unies. Des réunions supplémentaires sont aussi prévues, ainsi que le suivi pour prioriser l'approche préventive dans la prise en compte des enfants dans les conflits armés. L'université de Difa organise depuis hier le colloque scientifique international et jumelage universitaire sur le thème bassin du lac Tchad, changement climatique, visibilité, sécurité et résilience. Plus de précisions avec Ben Youssouf Abdelaziz et Abdraman Madjiri. Ce colloque se situe dans le cadre des colloques antérieurs tenus dans le cadre des activités de célébration de la fête nationale tournante du 18 décembre, dont l'édition de DIFA constitue la dernière série. Son thème, bassin tchadien, changement climatique, vulnérabilité, sécurité et résilience, porte sur un vaste espace du bassin du lac Tchad, occupant historiquement une position charnière entre le Maghreb et le pays du Golfe du Bénin d'une part, l'Ouest africain et la vallée du Nil d'autre part. Cette situation géographique lui confère une vocation carrefour de lieux d'échanges commerciaux, des zones d'attraction et de dispersion des peuples divers. La prise en compte de toutes ces réalités explique le choix du thème général du présent colloque qui obéit à un désir de démarche pluridisciplinaire en mesure de donner le maximum d'informations sur les différentes facettes de la situation d'ensemble des espaces considérés. L'université de Difa a déjà fait ses preuves à travers l'organisation de plusieurs événements d'importance internationale en vue de rendre service à la société. Depuis 2015, elle a entrepris des réflexions dans l'objectif de la résolution du conflit dans le bassin du lac Tchad à travers une dizaine de conférences et de symposiums. Intervenant pour sa part, le secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs souligne que la notion vulnérabilité, sécurité et résilience sont à la base de la situation de précarité, d'insécurité que connaissent les populations de notre espace d'études et de diverses stratégies de suivi pour y faire face. Le thème bassin du lac Tchad, changement, vulnérabilité, sécurité et résilience coïncide avec les objectifs des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, qui œuvrent inlassablement pour assurer la paix, la résilience, la stabilité des populations dans tout le pays. Pour le gouverneur de la région, le thème de ce colloque est très pertinent et d'une importance capitale pour les plus hautes autorités de notre pays qui sont à la recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie et de sécurité des populations. À travers la forte représentation des universités des pays amis, je relève qu'il y a une très bonne collaboration interuniversitaire. Je relève également que le choix du thème fait l'unanimité. Par ailleurs, j'ai relevé aussi une précieuse implication de certains partenaires, notamment la force mixte multinationale, du PNUD, de la CBT et de tous les autres partenaires qui œuvrent inlassablement pour la stabilisation du bassin du lac Tchad. Ainsi, pour les participants à la rencontre, la notion de changement sous-entend la réalisation de diverses études pouvant permettre de saisir les différentes évolutions effectuées au cours des siècles afin de mieux comprendre la situation présente. À travers donc cette démarche, le colloque vise deux objectifs. Il ambitionne, à partir de la communication faite par les différents spécialistes, de susciter des échanges et des débats de haut niveau dans l'espoir de faire avancer l'état de connaissances dans les différents domaines de réflexion abordés. Faire un lien avec la situation d'ensemble actuelle de la région et de son passé en permettant à divers responsables un éclairage dans le domaine des compétences.
Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, a procédé cet après-midi au lancement de la distribution des kits alimentaires aux familles nigériennes touchées par les inondations de cette année. Le lancement de cette distribution s'est déroulé sous la présidence du ministre nigérien des actions humanitaires et de la gestion des catastrophes et de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Niger. Le point avec Mariam Adakou et Abdoulaye Ali. À l'occasion de cette distribution dont le lancement a lieu à travers ces cérémoniales, ce sont 2661 kits alimentaires qui seront mis à la disposition des familles nigériennes touchées par les inondations. Pour le représentant du centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, ce don est offert par sa structure pour soutenir ceux qui sont le plus dans le besoin. Aussi, le lancement de cette distribution a été le lieu pour l'ambassadeur de ces pays frères et amis pour témoigner la gratitude de son pays pour les différentes facilités qui leur ont été accordées pour mener à bien cette action de bienfaisance. Ça, c'est une partie des kits alimentaires qui ont été octroyés par l'Arabie Saoudite au profit des populations sinistrées des inondations de cette année 2020. Comme d'habitude, l'Arabie Saoudite réaffirme toujours son engagement à côté des populations du Niger dans toutes les circonstances. Donc c'est pour cela que quand il y a eu cet appel à la solidarité, l'Arabie Saoudite n'a pas hésité vraiment à apporter vraiment cette aide au profit de ces populations sinistrées des inondations. Vraiment, c'est le lieu ici d'exprimer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, pour la promptitude avec laquelle elle a pris l'initiative de procéder rapidement à la distribution de ces kits alimentaires au profit des populations sinistrées. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a tenu à remercier l'Arabie Saoudite pour cette œuvre salutaire. Au nom de son Excellence le Président de la République et de son Excellence le Premier ministre, nous vous remercions infiniment pour cette assistance qui vient à point nommé au moment où la population en a besoin. Donc au nom de ces populations aussi, nous vous remercions infiniment et nous pensons que d'autres assistances suivront aussi, compte tenu en tout cas de la situation dans laquelle en tout cas les populations du Niger se sont trouvées suite aux précipitations enregistrées à cette année de 2020. Il convient de signaler que cette donation concernera outre les populations de Niamey, celles de l'intérieur du pays qui sont aussi touchées par les inondations. Inauguration hier d'un pressing de dernière génération à Niamey. Cette boutique dénommée la Maison du Linge est une innovation d'une jeune Nigérienne qui a su mettre les moyens pour créer cette entreprise. Une initiative vivement appréciée par le ministre de l'Entrepreneuriat de jeunes, Pascal Sessou-Gauthier, Habibou Abdraman. Conformément à la politique du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, qui en a fait de l'entrepreneuriat des jeunes Nigériens l'une de ses priorités dans le développement économique et social, ne fait que porter ses fruits. En témoigne le cas de la jeune Raïna d'Amaradi qui, après plusieurs tentatives, a fini par avoir le sourire aux lèvres. Jeune entrepreneuse dynamique, Raïna se retrouve enfin dans ce magasin à linge. Magasin ayant pu être opérationnel grâce à l'appui de plusieurs personnes qu'elle remercie d'ailleurs. C'est donc avec grand plaisir que je reçois chacune et chacun de vous à la cérémonie d'inauguration du groupe L'Idéal, qui regroupe la maison de linge et l'espace L'Idéal. La maison de linge, comme son nom l'indique, est un pressing ultra moderne, nettoyage, à sec, blanchisserie, stoppage et de retouche, avec bien sûr possibilité de collecte et livraison à domicile. L'espace L'Idéal dédié aux femmes propose de la lingerie fine, des produits cosmétiques et un service onglerie. Un mot à l'endroit des jeunes. Croyez en vous, car la volonté défie toujours l'impossible. Une telle initiative ne peut pas être passée inaperçue aux yeux du ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes qui se dit très satisfait de voir ce joyau de dernière génération. L'initiative privée a été d'un grand apport dans le développement des pays en voie de développement comme le Niger, avec l'émergence d'un secteur privé fort qui constitue le fer de lance de son économie. Ceci pour dire que l'entrepreneuriat doit servir de catalyseur
pour absorber le fort taux de chômage des jeunes et des femmes enregistré depuis quelques années au Niger. En effet, en investissant dans des équipements de qualité, vous mettez toutes les chances de votre côté pour améliorer votre image de marque. Cet investissement dans du matériel de qualité professionnelle est une solution définitive à choisir pour pérenniser votre entreprise et profiter d'une plus grande fréquentation. Au-delà de ce pressing ultra moderne, une ouverture a été faite pour d'autres Nigériens qui, désormais, se retrouvent avec un emploi. Un bel exemple à suivre afin de booster davantage l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, a présidé ce matin à Niamey un atelier de formation des responsables des médias sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion, et une formation destinée aux responsables des organes de presse nationaux et financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Mahmoud Idrissa Maïga et Habibou Abdraman. À quelques jours seulement des élections législatives et locales, le Conseil supérieur de la communication a jugé utile de rappeler, mais au-delà de former, les responsables des organes de presse publics et privés sur les questions d'accès équitable des partis politiques aux médias et le respect du pluralisme d'opinion dans le traitement de l'information. Une formation financée par l'Organisation internationale de la francophonie et qui, pour le président du CSC, vient sensibiliser davantage les hommes de médias sur cette thématique. Le choix du thème sur l'accès équitable et pluralisme d'opinion se justifie amplement par le contexte électoral auquel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et ou équitable des candidats, partis politiques ou groupements des partis politiques aux médias publics et assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales et régionales, législatives et présidentielles. Car, comme vous le savez, en période électorale, moment par excellence d'importantes activités médiatiques, le CSC a principalement pour rôle de réguler le flux d'informations généré par la communication politique. Il a la charge d'une part de veiller au bon traitement de l'information électorale par les professionnels des médias et d'autre part de garantir l'accès égal et équitable aux médias publics et privés des candidats et partis politiques. Il s'agira aussi pour le CSC de veiller à la pluralité d'opinion de toutes les forces politiques en compétition pour la conquête du pouvoir au sein des médias publics et privés. Il faut dire que les organes de presse ont répondu massivement présents à cet atelier, un atelier qu'apprécie d'ailleurs à sa juste valeur le directeur de Télé Sahel, Moussa Yahya. Il est prévu par exemple pour ce qui est des messages, un temps bien déterminé pour tous les candidats, mais pour les meetings par exemple, chaque candidat a droit à un meeting qui sera couvert gratuitement dans les régions et 3 possibilités de meetings payants. Ce qui veut dire que celui qui paye plus peut avoir encore plus de temps que celui qui paye moins. Donc c'est ça que les gens vont observer et peut-être dire que les uns sont plus montrés que les autres, etc. Il y aura toujours une petite différence en fonction de l'engagement de chacun. Je pense que c'est une bonne chose d'outiller les responsables des médias pour que ce travail soit bien accompli et que tout le monde sorte gagnant de ce joutes électorales. Il faut rappeler que le Conseil supérieur de la communication est l'instance régulatrice des organes de presse. Il est chargé de garantir l'accès libre aux médias et de veiller au respect du pluralisme d'opinion en leur sein. Nous en venons justement à la page des partis politiques. C'est ainsi que le président du comité exécutif national du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya Mohamed Bazoum a décliné son programme de campagne au cours d'une rencontre organisée par sa direction de campagne, un programme de renaissance acte 3 qui vise à consolider les acquis pour les 5 prochaines années. Maria Maketa, Asko Jibrila. Cela fera bientôt 10 ans que le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya est au pouvoir, avec pour boussole le programme de la Renaissance actes 1 et 2. Et pour consolider les acquis de cet ambitieux programme et avancer dans cette logique, le candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021, Bazoum Mohamed, s'est fait le devoir d'entretenir les opérateurs économiques sur cette vision noble
de son programme de campagne. Un programme érigé autour de 12 priorités déclinées en chapitres comportant des axes majeurs. Ainsi, l'on note la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, la défense et la sécurité intérieure, la diplomatie, le développement rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'hydraulique urbaine, rurale et l'assainissement, le développement des services miniers, pétroliers et de l'énergie, le commerce et la promotion du secteur privé, les questions sociales et culturelles, l'aménagement du territoire, le développement urbain, l'habitat et le cadastre, le financement du programme, mais aussi et surtout des questions économiques et financières. Le présent programme vise à stabiliser le cadre macroéconomique d'une part et à transformer le tissu économique en vue de favoriser une réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes. Pour cela, Bazoum Mohamed a annoncé l'accélération de l'assainissement des finances publiques pour une amélioration du cadre opératoire de mobilisation des recettes internes ainsi que de l'amélioration de la dépense publique. De la gouvernance administrative, le candidat au présidentiel 2020-2021 a décliné sa vision pour les 5 années à venir. Nous devons promouvoir les règles de l'état de droit dans le fonctionnement de l'administration. Et lorsque l'administration est lente, lorsque elle est incompétente, et lorsque de surcroît elle est corrompue, délibérément corrompue, nous avons là un grave inconvénient. Mais cet aspect des choses, il ne suffira que de notre détermination et de notre volonté que ça change un temps soit peu. C'est très différent de l'impact des mesures que nous pouvons prendre pour réduire le coût du transport ou les méfaits de la sécheresse, les méfaits de l'étendue de notre pays, etc., son enclavement et ainsi de suite. Je me propose de faire en sorte que nous améliorions la gouvernance par la vertu qui doit sous-tendre le comportement d'un certain nombre d'acteurs, ceux à qui les hommes d'affaires, ceux à qui les investisseurs privés ont affaire, dans l'administration de façon générale et dans un certain nombre d'administrations en particulier. Au terme d'une série de questions-réponses, le président du comité exécutif national du Parti Rose, candidat au présidentiel, devait annoncer que les défis énormes persistent et qu'il faille les affronter avec détermination en vue d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans son programme de Renaissance Acte 3. À noter que Bazoum Mohamed entend poursuivre cet exercice avec d'autres couches socio-professionnelles du pays. Meeting mardi dernier du PNDS au quartier Karkara, plus précisément dans l'arrondissement communal 2 de Zender. Meeting au cours duquel un grand leader politique de l'opposition a adhéré au Parti Rose. Compte rendu Hawa Ali et Ali Haou. C'est à travers ce grand meeting organisé hier mardi au quartier Karakara dans le 2e arrondissement communal de Zender, en présence de Mme Bazoum Hadja Hadiza Mabrouk ainsi que de plusieurs cadres du Parti Rose, que le grand militant d'un parti de l'opposition dénommé El Hajissani Jibo Dime Kanté Rahama a adhéré au PNDS Taraya. Nous sommes comblés de joie. À Zender, nous sommes en train d'engranger des victoires. C'est une adhésion et non de moindre, dans la mesure où c'est un conseiller élu. Il a compris qu'il faut en tout cas rejoindre les camps du PNDS Taraya, parce que le PNDS Taraya c'est un parti qui a eu à travailler pour la population de ce pays. Et Zender n'est pas à reste. Nous avons vu toutes ces réalisations-là, et justement c'est parce que le PNDS a beaucoup travaillé que pas mal de conseillers de l'opposition ont compris le sens de la politique. Et c'est une bonne chose au niveau du PNDS. Inch'Allah, le coup KO se dessine à l'horizon. Inch'Allah. Occasion pour le nouveau adhérent El Hajissani Kanté Rahama de remercier tous ceux qui ont répondu présents à ce grand meeting avant d'invoquer les motifs de son adhésion au PNDS Taraya.
qui n'est autre que de soutenir les efforts consentis par le président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou. D'autres interventions ont été prononcées à cette occasion, dont notamment celle de El Hadji Abdessalam Nakoubli, de la candidate aux élections législatives Madame Hamma Mariama, celle de Ali Aboubakar, président du district 5, PNDS Tareya de la commune 2, et enfin celle de Madame Bazoum Hajia Hadiza Mabrouk, qui tour à tour ont remercié les nouveaux militants pour leur mobilisation massive avant de les exhorter à sortir les jours des élections pour témoigner leur fidélité au PNDS Tareya. Poursuivant sa tournée consacrée à la campagne électorale pour les élections présidentielles prévues pour le 27 décembre prochain, le candidat Maman Ousmane, président du parti RDR Tchangi, était hier dans la région de Difa où il a animé un meeting. Le point avec Abdraman Madjiri et Abdraman Boukari. C'est un accueil de grand jour empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du manga qui a été réservé au président du parti RDR Tchangi, le camarade Mahaman Ousmane, candidat aux élections présidentielles du 27 décembre 2020. Au rang des hautes personnalités et leaders politiques qui l'accompagnent dans ce déplacement consacré à la campagne électorale en prélude aux élections présidentielles, le camarade Maïna Ajikirgam, président du parti Daraja, dont les militants se sont également fortement mobilisés pour donner un éclat tout particulier à ce rendez-vous, mais aussi et surtout magnifier leur engagement à soutenir le président du RDR Tchangi dans ce combat politique. Le meeting qui s'en est suivi au cœur de la capitale du manga a été donc l'occasion pour les différents intervenants de mettre en exergue la personnalité et les qualités du candidat Mahaman Ousmane, ce politicien averti et reconnu par l'ensemble des Nigériens sous les couleurs du RDR Tchangi. Très ému de la qualité de l'accueil réservé à lui et à la délégation qui l'accompagne, le candidat Mahaman Ousmane a de prime abord manifesté toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit des populations de la région de Difa face aux différents chocs qu'elle traverse avant de dérouler le motif de son déplacement et la quintessence de son programme pour un Niger émergent. D'abord la question de l'eau. L'eau tout simplement. Ensuite, la question de l'éducation à tous les niveaux. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Ici, nous sommes à Difa. Elle est au cœur de notre programme en ce qui concerne les jeunes et les moins jeunes. Il y a la question de l'environnement. Difa, Agadez sont les régions particulièrement concernées au premier chef. Nous avons également des projets et des programmes permettant de faire renaître le Niger, de le faire émerger. Il y a la question de l'équipement. Nous avons un programme adapté aussi à ça. Et puis il y a la question de l'équité à la fin, le 7e point de notre programme. L'équité, tout simplement. La justice, la bonne gouvernance, la redevabilité, l'imputabilité dans la gestion. Ce meeting, qui s'est également déroulé dans une ambiance festive, a été l'occasion pour l'ensemble des militantes et militants du RDR Tchangi de réitérer une fois de plus toute leur appréciation et soutien indéfectible au président Mahaman Ousmane, tout en le rassurant de leur vote massif le 27 décembre prochain pour une victoire éclatante. La suite de cette édition avec le lancement mardi dernier à Agadez de la sensibilisation des partis politiques de la région par le CNDP. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Ramatou Boubari et Bachir Harouna. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Conseil national de dialogue politique CNDP a effectué des séances de sensibilisation des partis politiques toutes tendances confondues dans quelques localités du pays en vue de la création d'un environnement propice à la tenue d'élections consensuelles et apaisées en 2021. Une rencontre d'information et d'échange des acteurs politiques qui leur permettra de discuter de leurs responsabilités en cette veille d'élection. Je loue ici le rôle combien important que joue le Conseil national de dialogue politique dans le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays depuis sa création.
le projet, sensibilisation des populations en général, des femmes et des jeunes en particulier, des leaders politiques, intervient justement à un moment où la classe politique nigérienne a besoin d'accorder ses violons, comme à ses habitudes d'ailleurs, dans le cadre du CNDP. Après la commune urbaine d'Agadez, c'était la commune rurale de Adarbi-Sanat qui a bénéficié de cette sensibilisation où les acteurs politiques se sont imprégnés de leurs droits et de leurs devoirs dans toutes les échéances électorales. Le secrétaire permanent du CNDP a quant à lui expliqué les raisons et l'objectif de cette première sortie d'une équipe du CNDP. L'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait de problèmes par rapport à l'organisation de ces élections que nous cherchons à peser. Parce que le plus souvent, c'est des moments difficiles à gérer. Les militants des partis politiques qui sont venus, ils ont apprécié la mission. Et ils ont avoué que c'est pour la première fois qu'ils ont vu une mission du CNDP et ils ont apprécié. Ils ont pensé que s'il y a des problèmes au niveau de leur commune, ils peuvent appeler tous les partis politiques pour chercher une solution locale. Il faut noter que dans toutes les localités ayant bénéficié de cette sensibilisation, des documents contenant le recueil de textes ont été distribués aux participants. Le vice-président de la CENI au titre de la région de Tillabéri a présidé hier la cérémonie d'ouverture des travaux de la formation des candidates aux élections locales. Plus de précisions avec Bada Salamatou et Sani Ousmane Abdou. La Commission électorale nationale indépendante CENI, à travers ses partenaires, accompagne les femmes leaders dans le processus électoral. La présente rencontre vise donc à renforcer les capacités de ces femmes candidates de la région de Tillabéri aux élections locales qui se tiendront le 13 décembre prochain. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle du chef de mission au titre de la CENI nationale, Issa Garba Ismaël, qui a expliqué le bien fondé de cette formation. En tant que candidate, vous devez faire preuve de ténacité et de courage. Mener les batailles qui seront inévitables afin de vous faire une place. Vous devez surtout démontrer à la population qu'elle a tout intérêt à vous élire à travers votre leadership. La candidate est une personne qui postule à une place, une charge, un poste, un titre. Elle doit avoir les compétences, l'expérience et la qualification requises pour prétendre à ces fonctions. Mardakri Fatima, ta directrice promotion de la femme, a quant à elle salué cette initiative qui viendra renforcer les efforts déjà déployés par l'État. Vous avez vu, le ministère de la promotion de la femme, le gouvernement a été à vos côtés avec le rehaussement de la loi sur le quota. Donc nous sommes vraiment honorés par le président de la République, son Excellence, M. Al-Hajj Issoufou Mahamadou, qui a rehaussé notre quota pour pouvoir nous affirmer dans les instances de décision. Et je pense, au niveau de Tillabéri, je n'ai pas de doute, vous êtes des vaillantes femmes et je compte sur vous. Et Inch'Allah, au niveau de la mairie, je souhaite à ce qu'en 2021, que ça soit une mairesse qui va donc être à la tête de la région de Tillabéri. En ouvrant les travaux, le vice-président de la CENI régionale a rappelé les différentes activités menées sur le quota des femmes et qui ont abouti à des résultats satisfaisants. Abdoulaye Amoukou a saisi cette opportunité pour demander aux femmes leaders ici réunies leur pleine participation aux travaux afin que l'objectif poursuivi soit atteint et remercier le PNUD pour avoir financé la présente rencontre. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication à la tête d'une forte délégation poursuit sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la télévision numérique terrestre TNT. Ce jeudi, il a présidé à Tawa une séance de sensibilisation et d'information avec les couches socio-professionnelles de la région. Tahirou Hassan Abdelkader et Mahamadou Agoum.
La présente rencontre vise à sensibiliser les populations sur les avantages qui sont liés à l'utilisation de la télévision numérique terrestre TNT. C'est en ce sens que dans son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint de la région d'Ottawa a invité les représentants des différentes couches socio-professionnelles à s'approprier davantage cette démarche du gouvernement pour amener la population à tirer tous les avantages liés à la TNT. Je voudrais à l'endroit des représentants des couches socio-professionnelles présentes dans cette salle, les inviter à participer activement aux échanges qui vont suivre tout à l'heure lors de la séance d'information et de sensibilisation qu'ils auront avec les responsables techniques du ministère de la Communication et de ses structures rattachées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Niger, l'État a investi environ 30 milliards de francs CFA. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication décline les avantages de la télévision numérique terrestre TNT. Elle permet à l'État de bien gérer les fréquences parce que à l'époque, avec l'analogique, chaque média a une fréquence. Désormais, ils vont être diffusés sur une seule fréquence qui va être centralisée au niveau du multiplex. À partir de là, on va libérer beaucoup de fréquences et l'État pourrait les mettre à la disposition d'autres opérateurs comme la téléphonie mobile pour créer de la richesse, créer une certaine valeur ajoutée au niveau du trésor public. Au niveau de la réception des productions médiatiques, nous allons désormais avoir des images plus nettes que par le passé. Nous allons avoir le son amélioré par rapport à nos appareils de radio et de télévision. Et ça nous permettra aussi de ratisser large. Les médias qui diffusent en région uniquement, comme à Niamey ou à Zender, notamment les télévisions, vont être captés partout sur l'ensemble du territoire national. Sanab doit rappeler aux usagers les implications de cette télévision numérique terrestre, notamment l'abandon progressif vers le numérique. Il y a quelques contraintes qu'il faut aussi souligner, qui doivent rentrer dans le cadre de la sensibilisation. La première contrainte, c'est que les appareils que nous avons actuellement doivent être désormais dotés de décodeurs si elles n'ont pas de décodeur intégré. Les télévisions qui diffusent seulement en analogique vont exiger la présence d'un décodeur. Avec le décodeur, vous accédez à la TNT. Mais il y a des téléviseurs qui ont des décodeurs intégrés où vous n'avez pas besoin. Ça va être l'ordinaire, comme on le sait. Et par rapport à ça, le gouvernement a pris certaines dispositions, notamment au niveau du ministère du Commerce, pour limiter l'importation des télévisions analogiques. Le Niger est l'un des pays africains à être au rendez-vous du numérique avec la mise en œuvre de la TNT qui s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national.